santé mentale, hein, qui en prend un sérieux coup en cette période inédite. Je vous présente d'abord. Vous êtes psychiatre et psychothérapeute au CHU de Bruckmann, à l'Institut de psychiatrie et de psychologie médicale et à la clinique du stress. Vous êtes spécialiste de la gestion du stress, de troubles anxieux, de l'humeur et des dépendances. Également enseignant en formation continue en clinique psychothérapeutique, orientation en thérapie cognitive comportementale et systémique à l'ULB. Alors, nous venons de passer 2 mois de rupture totale dans notre mode de vie, 2 mois marqués par les peurs, l'inconnu et les incertitudes, 2 mois rythmés par le décompte des morts, 2 mois de réclusion privée de liens sociaux et familiales. Et à présent, au fil des phases de déconfinement, nous voilà confrontés à devoir apprendre un autre rapport à l'autre, à vivre dans la désormais société du mètre et demi, comme la nomme Pascal Bruckner, qui souligne également « Tout ce qui était merveilleux se révèle dangereux, tout ce qui était banal se révèle merveilleux. Partager un café, dîner entre amis, donner une fête équivaudra à danser au-dessus de l'abîme. En 2020, Eros et Thanatos s'embrassent sur la bouche avec un masque. » Et donc, dans tout cela, Serge Gosselin, où en est ma santé, notre santé mentale? À vous la parole. Merci beaucoup Claire, merci Sylvie pour votre présentation et pour votre invitation. Merci au CCLJ de nous accueillir. Alors, je ne sais pas si c'est le CCLJ qui nous accueille ou si c'est finalement nous qui vous invitons ou moi qui m'invite chez vous ou vous qui vous invitez chez moi. On est un petit peu confus. C'est assez déroutant de donner cette présentation comme ça par vidéo. Heureusement qu'on a eu l'habitude de s'y habituer lors de cours, de réunions professionnelles ou amicales. C'est un petit peu déconcertant parfois. En tout cas, nous sommes chacun chez soi et en même temps chacun les uns chez les autres, chacun au CCLJ. Et je suis ravi vraiment de tous vous retrouver. Je vois plusieurs visages familiers. J'espère que nous aurons l'occasion d'échanger à la fin de cette présentation pour les questions, vos réflexions que j'ai hâte d'entendre. Je crois que votre participation nombreuse montrait effectivement le souci pour un bien fondamental, un bien qu'on avait peut-être oublié, qu'on avait négligé. Vous connaissez cet adage, la liberté, c'est comme la santé, c'est quand on commence à sentir qu'elle est menacée qu'on s'en préoccupe. Nous avions peut-être des privilèges dont nous n'étions pas tout à fait conscients auparavant, quand Claire citait Bruckner qui disait « chaque chose banale devient merveilleuse ». Oui, effectivement, c'est ça. On appréciera peut-être plus à sa juste valeur le privilège de se lever le matin, d'entendre les oiseaux, de voir le soleil, de se dire qu'on est en bonne santé. Je crois qu'il y aura aussi des choses à apprendre de toute cette période, mais ça, je laisse ça pour la fin de cet exposé. En tout cas, la santé mentale dans tout ça, oui, je rappelle que l'OMS donnait la définition de la santé comme un état de complet bien-être physique, mental et social qui ne consiste pas seulement en l'absence de maladie ou d'infirmité. Donc, la santé, c'est un tout, elle intègre la notion du physique, du mental et du social également, qui est une dimension fondamentale. Il est important donc de nous rappeler de cette place principale, prépondérante de la santé mentale, puisque l'un se répercute sur l'autre. Lorsque la santé physique ne va pas bien, le moral en prend un coup, et vice-versa, lorsque nous sommes trop longtemps stressés sous l'effet d'émotions beaucoup trop fortes et pénibles, notre santé physique s'en ressent. Il y a longtemps maintenant qu'on ne fait plus de ce distinguo entre ces deux notions. Alors,
je pense à toutes les personnes qui ont été victimes de cette maladie. Je pense également, en préparant cet exposé, à tous les professionnels de la santé qui ont dû faire face à cette pandémie et qui continuent à faire face. Et je pense particulièrement à eux parce que par abnégation, par altruisme, ils ont beaucoup plus tendance à s'occuper des autres que d'eux-mêmes et sont aussi également en danger, même s'ils ne le disent pas. Alors, il y a l'épuisement physique, mais il y a l'épuisement émotionnel également qui les menace. Il y a parfois cette perte de sens qui peut survenir lorsqu'on voit les difficultés qu'ils ont à travailler dans des conditions correctes et parfois avec des moyens insuffisants, les traumatismes qu'ils ont pu vivre. Et j'espère qu'ils prendront conscience de leur état et qu'ils pourront s'occuper aussi également un peu plus d'eux-mêmes. Je pense à vous aussi, à chacun de vous qui peut-être de près ou de loin a eu un proche qui a été touché par cette maladie. Et même si vous ne l'avez pas été, en tout cas, comme l'a dit Claire, nous avons traversé une période tout à fait inédite durant ces 2 mois. Ces 2 mois où nous avons pu connaître la détresse, la tristesse, la solitude, l'inquiétude, la frustration, l'irritation. Et surtout, l'humanité s'est rappelée à un sentiment qu'on avait oublié depuis longtemps, c'est notre vulnérabilité. Et ça, on n'aime pas beaucoup se sentir vulnérable, on n'aime pas du tout non plus l'incertitude et encore moins la perte de contrôle. En tout cas, pour nous, êtres humains des pays occidentaux au XXIe siècle, ce sont des notions qu'on avait oubliées depuis longtemps. On pensait avoir maîtrisé les grandes pandémies et être dans une sécurité, si pas absolue, en tout cas au moins relative. Et donc tous ces éléments mélangés ensemble nous font un cocktail explosif de stress. Nous vivons dans le stress où nous avons peut-être traversé la phase la plus aiguë du stress, mais nous sommes actuellement dans la deuxième phase qui est celle du stress chronique. Et dans ce stress chronique, c'est la phase d'endurance, c'est la phase de résistance, où on va essayer de ne pas tomber dans la troisième phase, c'est-à-dire celle de l'épuisement. Mais en tout cas, si on tombe, c'est de le réparer le plus vite possible avec le moins de dégâts. Durant cette période de stress chronique, notre axe hypothalamo-hypophysaire et surrénalien fonctionne un maximum et sécrète des catécholamines et des cortisols qui ont une action très délétère sur notre santé. Je n'y reviendrai pas ici en détail, mais on voit donc le lien par ces intermédiaires entre la santé mentale et la santé physique. À cela s'ajoute effectivement en plus ce sentiment de solitude pour lequel je reviendrai un peu plus loin. On a donc dans ces réactions de stress les 3 catégories de réactions qui sont décrites, qui sont le fight, fly or freeze, c'est-à-dire faire face, éviter, ou alors c'est la sidération, on ne fait plus rien, on est figé sur place comme un animal face à son prédateur, et c'est une des 3 réactions du stress. Nous allons donc essayer de traiter ce stress, en tout cas de le gérer, parce que le stress n'est pas une maladie, comme le disait Hans Selye, c'est la réaction d'un organisme qui doit faire l'effort de s'adapter à des changements, favorables ou défavorables, à des menaces, à des événements douloureux, ainsi qu'à des événements heureux. Mais donc ce stress n'est pas une maladie, mais ce stress peut nous épuiser à la longue et il convient donc de pouvoir le gérer et y faire face. Et on va le gérer sur les 3 axes, c'est-à-dire celui du comportement, celui des émotions et celui des cognitions, c'est-à-dire les processus d'acquisition, de réflexion, des connaissances. Pour faire en sorte que dans le comportement, nous puissions passer à l'action et
éviter ainsi l'agitation ou la sidération. Travailler sur les émotions qui, par ces moments-là, cette période, telle que la peur, la tristesse, ne se transforme pas, ne dégénère pas en panique, que la peur nous amène à plus de précaution, à être plus attentif. L'émotion est tout à fait normale, elle nous sert à nous adapter à ces situations de façon très rapide. Elles sont donc excessivement utiles, mais nous ne devons pas nous laisser déborder. Donc, il s'agit de pouvoir les travailler, les accueillir et de devoir gérer les émotions sans les nier. Il est très important de ne pas nier les émotions, il faut les reconnaître quand on a peur, quand on est triste, mais sans se laisser submerger, que cette anxiété, cette peur ne se transforme pas en panique, et ni la tristesse en dépression. Et puis au niveau cognitif, eh bien, rester dans la réflexion pour que cette réflexion nous amène à prendre des décisions dans les meilleures conditions et à ne pas nous enfermer dans des ruminations et de bien faire la différence entre les deux. Donc il s'agit là de faire une double évaluation, d'évaluer à la fois nos ressources, nos capacités à faire face à la situation, et en même temps une évaluation des stresseurs et de la menace. On a donc une balance dans laquelle on va se situer et essayer justement de travailler dans notre travail prise en charge thérapeutique, que ce soit dans les institutions, dans les travails, le module de la clinique du stress à Brugman ou en individuel dans nos consultations, de ramener parfois plus de confiance dans l'individu à faire face et peut-être amener aussi les situations à de plus justes proportions. Et nous allons donc aider ces personnes à utiliser ce qu'on appelle des modérateurs du stress. Donc d'abord, avant ça, à identifier les sources de stress et puis utiliser ce qu'on appelle des modérateurs du stress. Donc, les modérateurs du stress qui vont être spécifiques sur les sources, par exemple, professionnelles, la gestion du temps, la gestion des émotions, et puis les sources non spécifiques qui, quelle que soit l'origine du stress, font de toute façon toujours du bien à l'esprit et au corps. Je pense par exemple à toutes les activités physiques, à la relaxation, à la méditation, le support social, les divertissements, les arts, la culture, tous ces éléments qui sont partie intégrante de la vie de l'individu. Et là, je repense à une citation de Marc Aurèle, parce que dans ces situations, on se demande, est-ce que je peux agir? Est-ce que je laisse tomber, j'abandonne? Et on revient donc à cette citation de Marc Aurèle qui dit que Dieu me donne la force d'affronter, de changer ce que je peux changer, la sérénité d'accepter ce que je ne peux pas changer et la sagesse de distinguer entre les deux. Et c'est là, effectivement, dans cette possibilité à savoir discerner ce que l'on peut changer ou pas, où je rajouterais, si je peux me permettre, vis-à-vis de Marc Aurèle, de dire en tout cas quel prix est-on prêt à payer pour gérer ce stress. Et évidemment, comme nous n'aimons pas la perte de contrôle, tout ce qui peut nous donner un sentiment de reprendre le contrôle va nous faire du bien. Et je pense par exemple aux informations qui sont absolument nécessaires pour nous permettre de nous adapter au mieux, mais qui en même temps, si on en abuse, vont devenir elles-mêmes source de stress, surtout si ces informations ne sont pas forcément de sources professionnelles et sont glanées dans les réseaux sociaux et de sources diverses. Et même si elles le sont, d'éviter d'être exposé 24 heures sur 24. Finalement, donc, toute cette partie de la gestion du stress est un travail ici de longue haleine auquel il faut se préparer et se préparer seul, ensemble, avec les amis, avec les connaissances, et lorsqu'on se sent dépassé, de pouvoir faire appel à des professionnels
tous les psychologues, psychiatres, psychothérapeutes, les institutions, les centres de santé mentale. Tous ces professionnels de la santé mentale sont là pour vous aider, et également dans de nombreuses lignes d'appel sous toutes les formes. Ce qu'on voit aussi pendant cette période, c'est que finalement, mais j'y reviendrai aussi tout à l'heure, l'économie, les économies sur la santé nous ont coûté et vont nous coûter encore finalement très très cher. Il y a longtemps que les professionnels de la santé se plaignent de moyens insuffisants et le déplorent depuis longtemps. Et à chaque fois qu'on limite les moyens, quels qu'ils soient, pour les professionnels de la santé, c'est finalement notre santé à tous qui est touchée. Et la santé, toucher à la santé, c'est toucher à l'essentiel, c'est toucher à la vie, c'est-à-dire toucher à l'humain. Et cette pandémie nous rappelle la valeur primordiale de la vie de l'être humain. Voilà pour cette partie sur le stress que je survole pour aller le plus vite, le plus vite possible, pas de façon précipitée, mais pour ne pas trop m'attarder et aborder, si vous voulez bien, la partie du confinement, auquel également nous ne sommes pas habitués. Si peut-être tenter, mais c'est difficile de faire des rapprochements dans l'histoire parce que chaque période est différente, mais j'avais eu un appel téléphonique d'une amie dont le père était gravement malade et avait été enfant caché pendant la guerre. Et j'avais utilisé cette métaphore parce qu'il ne supportait pas le fait d'être hospitalisé, d'être enfermé. Et j'avais utilisé cette métaphore par l'intermédiaire de sa fille pour qu'il trouve l'énergie, les ressources nécessaires en lui de se dire, lorsqu'il avait connu cette période, qui n'était pas semblable évidemment, mais il y avait certains points communs. Il devait se cacher pour la survie, subir un enfermement excessivement pénible, même si la nature de la menace, encore une fois, et le contexte ne sont pas comparables. Et donc de se servir de ces ressources pour faire face à une situation exceptionnelle. Et même si le péril n'est pas du tout le même, fort heureusement, ce confinement a été vraiment très pénible à vivre pour chacun d'entre nous. Même si je suis étonné de voir, même parmi mes patients, des réactions vraiment très, très diverses. Et pour certains, d'ailleurs, qui l'ont extrêmement bien vécu, cette période de confinement, et qui ont pu saisir tous les bons côtés, tous les bons aspects, si l'on peut dire. Je pense notamment à mes patients de thérapie de groupe sur l'anxiété sociale. Donc, l'anxiété sociale étant une forme de timidité, mais très excessive, très invalidante, avec beaucoup de répercussions sociales, émotionnelles, professionnelles, relationnelles. Et lorsque nous avions les dernières séances finalement par Zoom, disent que finalement, de vivre reclus et cloîtrés, ils y étaient habitués déjà en quelque sorte, malheureusement. Et ce qui me donnait aussi une idée de ce qu'une partie de la population qu'on a tendance aussi à ignorer. Évidemment, on pense aux personnes âgées, on pense aux personnes malades, souffrant d'affections physiques ou psychologiques ou psychiatriques, et qui se trouvent isolés et auxquels on ne pense pas ou qu'on oublie parfois. Il y a aussi beaucoup de personnes isolées qui ne sont pas forcément du troisième âge. Il y a aussi des chômeurs, il y a aussi des mères célibataires qui sont confinées en temps habituel et qui n'ont que très peu de contacts sociaux. C'est donc aussi l'occasion de penser à toute cette partie de la population qui est confinée par temps habituel, usuel. Et je voyais dans mes consultations beaucoup de personnes de tout âge, de l'adolescent à personnes mentionnées, mais des grands-parents me disaient à quel point le contact avec
leurs enfants et les petits-enfants leur manquaient, que la vidéo, bien entendu, était un bon substitut, mais ne suffisait pas. Ils avaient envie de prendre ces petits-enfants dans les bras, de les serrer, de les embrasser. Et ça m'a fait penser à une notion fondamentale, celle de l'attachement. Alors, celle de l'attachement est une notion qui a été développée par John Bowlby, qui était un psychiatre et psychologue londonien, et qui avait été frappé à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'il visitait des orphelinats, des crèches, de voir que malgré une extrême hygiène, une très bonne qualité des soins, de la nourriture, il y avait une surmortalité des nourrissons. Et ces nourrissons n'avaient à se plaindre de rien, ne manquaient de rien. Enfin, presque. Ils étaient, si on peut dire, nourris, logés, blanchis, très bien nourris, très bien logés, très bien blanchis. Il y avait juste une petite chose qu'ils n'avaient pas. Juste un petit détail. Bien, vous l'avez deviné, c'est les relations affectives. Eh bien, à partir de cette constatation, il s'est intéressé justement à ce que la médecine de l'époque n'expliquait pas dans cette surmortalité des nouveau-nés. Et puis plus tard aussi, c'est intéressant à la délinquance chez des adolescents ou des jeunes adultes, il s'est aperçu qu'il y avait un point commun chez ces personnes, c'est qu'elles avaient manqué de liens affectifs dans leur enfance, dans la prime enfance. Et c'est ainsi qu'en 1958, il a écrit l'article fondateur, en quelque sorte, de la théorie de l'attachement, et qui a montré à quel point cet attachement était fondamental entre la mère, ou en tout cas la figure d'attachement, et le nouveau-né. Et que c'est une notion dont la science a découvert ensuite beaucoup plus des implications, y compris non seulement dans le bien-être, mais même dans le développement neurologique, cérébral de l'enfant, sa capacité ultérieure à gérer le stress et à être mieux armé face à la vie. En 1958, à la même époque, de l'autre côté de l'Atlantique, cette fois-ci, c'est Harry Harlow qui, lui, a publié un article, The Nature of Love. Et là, j'ai le plaisir de voir aussi parmi l'assistance une vétérinaire comportementaliste. Bonjour Catherine. Et à qui je n'apprendrai rien puisque elle est éthologue et vétérinaire, spécialiste du comportement. Et j'avais le plaisir de participer à ce congrès sur l'attachement qui était magnifique et très enrichissant. Et donc, Harry Harlow, lui, a étudié des singes rhésus, je pense, des nouveau-nés à la naissance, et a fait cette expérience où il a présenté deux mannequins, deux poupées qui simulaient en fait la mère. Et l'une de ces poupées était faite d'un grillage. Et sur ce grillage, il y avait un biberon, il y avait de la nourriture, il pouvait se nourrir. Et sur l'autre poupée, sur l'homme mannequin qui représentait la mère, il n'y avait pas de lait, il n'y avait pas de biberon, il y avait juste une couverture. Et finalement, les observations étaient très simples, c'est que tous ces nouveau-nés, je ne vais pas vous poser la question parce que vous n'allez pas pouvoir me répondre, c'est très frustrant. Mais vous l'avez deviné peut-être, certainement, sur quel mannequin ces nouveau-nés se blottissaient. Ils se blottissaient sur la mère qui leur donnait ce réconfort sur lequel il y avait cette couverture, ils s'y blottissaient. Et là, ce qui est terrible, et les vétérinaires, mais nous tous, nous bondissons parce que nous sommes en 58 et on s'embarrassait peu du sort de ces animaux. Mais finalement, ce sont des dizaines et des dizaines et des dizaines de nouveau-nés qui se sont laissés mourir sur ces mannequins, qui ne sont jamais allés sur l'autre pour se nourrir. Ils avaient besoin de nourriture affective. Voilà cette expérience.
The Nature of Love, c'était en 58, donc la même année, qui montrait l'importance fondamentale, capitale des relations affectives pour le développement du nourrisson. Alors aussi, on a découvert aussi plus tard, cet attachement est tellement important qu'il a même une hormone. Il a même une hormone, il a un neuropeptide qui s'appelle l'ocytocine. Et si on peut faire un slogan publicitaire, je dirais ocytocine, ocytolier. C'est un nonapeptide, il n'a que 9 petits acides aminés, c'est tout proche de la vasopressine, ça n'a rien à voir. Et on va la retrouver, on va la produire, cette hormone, lors des relations sexuelles, de l'accouchement, de la lactation. Il intervient à les sécréter dans les soins parentaux. Puis on a découvert aussi que même lorsque on prodigue un massage, eh bien aussi bien la personne qui est massée que celle qui masse sécrète de l'ocytocine. Les scientifiques se sont amusés à voir également qu'il suffisait de serrer dans ses bras une personne pendant 30 secondes, déjà pour sécréter un petit peu d'ocytocine. Nous sécrétons cette hormone du lien, le lien, l'attachement à son hormone, ce qui montre à quel point c'est un besoin fondamental pour l'être humain. Je parlais des nouveau-nés, bien entendu, cela est valable à tout âge. Et vous savez que également chez la personne âgée, la privation de liens affectifs, l'isolement, la privation de relations sociales, de centres d'intérêt accélère et aggrave le déclin cognitif de la personne âgée. Donc, il y a des implications, en plus des implications affectives, qui vont bien plus loin sur le plan neurodéveloppemental du nouveau-né jusqu'à la personne âgée. Je voulais aussi, pour illustrer l'importance de la relation à l'autre, évoquer une autre expérience, même si elle est beaucoup plus sévère que ce que nous connaissons, puisqu'il ne s'agit pas là d'être reclus ou cloîtré, mais d'être en privation sensorielle. C'est une expérience qui remonte à 1951, qui a été menée par Donald Elb de l'Université de McGill au Canada. Et donc, il a proposé à des étudiants d'être payés 20 $ par jour pour ne rien faire. 20 $ par jour en 1951 pour un étudiant, c'est quand même intéressant. Bien, figurez-vous que personne, très peu, ont réussi à obtenir plus que 2-3 jours. Il était exceptionnel, la grande limite était de tenir 6 jours. Ça veut dire être payé 20 $ par jour à ne rien faire, pourquoi ne sont-ils pas restés plus longtemps? Eh bien, l'expérience est assez... je vais donner les détails de l'expérience. Effectivement, ils ne devaient rien faire. Ils devaient rester allongés sur un lit, dans une sorte de petite cabine qui faisait à peine la largeur du lit, et avec une privation sensorielle quasiment totale du point de vue de contacts sociaux, évidemment aucun, pas de bruit, pas de son, pas de lumière, et ils ne pouvaient se déplacer que pour se lever que pour prendre le repas ou aller aux toilettes. Et donc, on comprend mieux comment ces jeunes n'ont pas supporté de rester plus de 2-3 jours dans ces conditions. Et même 2-3 jours, ça me semble encore un miracle. Et qu'est-ce qu'on a observé dans les conséquences? Des choses assez marquées, essentiellement des troubles du sommeil, des difficultés d'endormissement, des réveils nocturnes, des cauchemars, des troubles cognitifs, des troubles émotionnels. Et ça allait jusqu'à des hallucinations visuelles, auditives, somesthésiques, avec même des sensations d'apparition de fantômes. Et ce sont des éléments qui ont été décrits aussi pour les personnes qui restaient comme ça en isolement prolongé, comme des explorateurs polaires, ou même Charles Lindbergh décrivait de tels
événements lors de la traversée de l'Atlantique, déjà après 24 heures d'isolement. Donc, voilà encore une expérience. Évidemment, on n'a pas vécu un isolement aussi fort, bien heureusement, mais donc on n'est pas étonné que cette situation ait pu générer chez nous des sentiments, des émotions assez difficiles et pénibles. Nous avons vécu de l'anxiété, du stress. Notre morale a été touchée, il est encore. Nous savons que l'incertitude continue également, encore pour un certain temps. Nous n'avons pas tout à fait le contrôle, même si nous commençons à profiter un peu plus de la liberté. Il y a encore cette incertitude, il y a encore beaucoup d'inconnus dans cette situation. Nous avons entendu récemment, enfin vu la pétition de ces 400 pédiatres qui encourageaient, qui incitaient le retour à l'école. Et le principal argument était le développement et le bien-être psychologique des enfants. Alors, il est toujours difficile de se dire jusqu'où peut-on aller. Il ne faut pas banaliser, il ne faut pas prendre cet événement à la légère, c'est quelque chose de très sérieux. Et comment non plus ne pas dramatiser, ne pas tomber dans l'excès, d'autant plus que les nouvelles sont parfois contradictoires, qu'on ne sait pas trop à quel sein se vouer, et que parfois les meilleurs spécialistes ont des avis contraires. Nous-mêmes, en tant que médecins à l'hôpital, lorsqu'on a nos réunions, on prend des sources sérieuses et on se trouve confronté parfois à des difficultés face à cette incertitude, à cet inconnu. Je crois que le monde politique, le monde scientifique, le monde économique et puis le monde tout court apprend l'humilité, apprend à dire je ne sais pas. Il vaut mieux dire je ne sais pas qu'affirmer des choses dont on n'est pas du tout certain dans un sens ou dans un autre. Je crois qu'il faut rester très, très prudent. Alors, je tombais aussi sur un article du Nouvel Obs qui datait de fin mars dernier et qui faisait référence, c'était très intéressant, à un ouvrage attendez, c'était Jean Delumeau. C'est un livre de 1978 qui s'intitulait Peur en Occident et qui, s'appuyant sur l'histoire des grandes pandémies, de la peste, du choléra, décrivait les grandes phases, les grandes étapes des réactions psychologiques et sociologiques d'une population. Certains d'entre vous auront lu aussi La peste d'Albert Camus et me diront que tout est écrit effectivement, tant la description est identique. Mais voilà en quelques mots les grandes phases qu'on va retrouver. Et c'est assez sidérant de voir que depuis des siècles, finalement, les réactions de la population n'ont pas changé. On observait quoi d'abord? Il y a une minimisation ou un déni de la part des autorités. Une légèreté dans la réaction de la population qui ne prenait pas les choses au sérieux. Lors de la peste de choléra, tous les Parisiens sont sortis faire la fête au printemps. Et puis ensuite, il y a une réaction de panique, d'exode, en particulier de ceux qui ont les moyens de partir. Et puis le début du déconfinement, la ville est déserte, le silence. Et ensuite, la phase de sécurité, d'espace de sécurité, chacun se protège, se méfie l'un de l'autre. Le rejet des malades, c'est d'où l'expression les pestiférés. Ce qui est plus grave aussi, ce qu'on a assisté parfois, heureusement ce n'était que des faits divers, mais on a remarqué que des soignants étaient rejetés, des infirmières, des médecins se voyaient la porte fermée, la porte de leur immeuble par les voisins. Heureusement, ce sont des anecdotes très, très rares, mais elles ont eu lieu. Il y avait également un abandon des rites funéraires. Il y avait l'apparition des héros, montrant que l'être humain, dans ses
moment-là est capable du meilleur comme du moins bon. Et puis la dernière phase, qui était celle de la recherche de coupables. Voilà, ce que nous apprend en quelques mots l'histoire des pandémies. Si on prend maintenant un petit peu de recul sur cette situation, on peut se dire aussi que le temps s'est arrêté. Comme disait Lamartine, au temps suspend ton vol. Ici, on l'a suspendu pour des raisons moins poétiques, mais il est vrai que le temps s'en est trouvé suspendu et que cette période-là peut être propice à la réflexion, peut être propice à la remise en question de nos modes de vie, basés souvent sur la consommation, sur la performance, sur le résultat, sur l'économie, sur le marchand. Et il est étonnant de reprendre le contact comme ça avec soi-même, d'avoir parfois un peu plus de temps, ce qui n'était pas forcément le cas pour tout le monde. D'autres personnes ont eu encore moins de temps que d'habitude. Mais de reprendre un peu de temps pour soi-même, un peu de temps pour les proches, s'apercevoir aussi que nos proches, nos familles nous manquent et on ne se doutait peut-être pas à quel point. Ça nous a donné aussi l'occasion de découvrir nos voisins. Depuis des années, moi, je n'avais jamais vu un voisin à la fenêtre frapper dans les mains, ni encore moins chanter et danser, ce qui est finalement déplorable. Mais j'avais tout simplement jamais vu leur tête. Donc, je me dis finalement, ce coronavirus m'amène à rencontrer mes voisins et, chose miraculeuse même, parfois leur parler. Parce qu'on avait un sujet de conversation. Sinon, qu'est-ce qu'on aurait pu dire? Mais mon brave monsieur, mon brave madame, ma brave dame, qu'est-ce que c'est bien terrible cette drôle de période. Et ça donnait l'occasion d'échanger un peu, de revenir sur nos émotions. Ça me faisait penser d'ailleurs à cette vieille chanson de Pierre Perret, c'est pas la plus connue, mais qui s'appelait la télé en panne. Et elle raconte que dans un grand HLM, ces grands bâtiments des banlieues parisiennes, dans un appartement, la famille est devant la télé, puis sa télé tombe en panne. Je vois que Sylvie connaît cette chanson. Et toute la famille est en colère, leur émission préférée, ils ne peuvent pas la voir. Et chose extraordinaire, qu'est-ce qu'ils, ne parvenant pas à réparer la panne, ils s'adressent à leurs voisins. Et donc, pour la première fois de leur vie, il va frapper à la porte de son voisin. Et son voisin, tout aussi étonné de le rencontrer, qu'est-ce qui se passe? Ça a été en panne. Ah ben, moi aussi, cher voisin, peut-être allons voir le palier du à côté, le palier du dessus à côté. Bref, je vais faire court. Finalement, tout l'immeuble se retrouve en bas, navré de cette panne. Mais pour la première fois, tous ses voisins se retrouvent. Et finalement, ils vont garder l'habitude de garder contact entre eux lors d'apéritifs et de rencontres suite à cette panne de télé. Donc voilà, c'était la petite anecdote comme ça de cette chanson de Pierre Perret qui était très, très amusante. Donc, ça me fait penser à ça. Ça nous a permis de nous rappeler d'abord le prix de notre santé, le prix de notre bien-être et notre besoin de lien à soi-même, aux autres, à la nature aussi. Et puis finalement, de remettre au centre de nos préoccupations notre santé, c'est-à-dire l'humain, tout simplement. Et je crois que c'est une notion vraiment fondamentale et c'est ce qu'on peut retenir peut-être puisqu'il faut bien, on n'a pas choisi de vivre cette période et on s'en serait bien passé. Mais au-delà de tout ce qu'on a vécu, traversé de négatif et tous les efforts qu'on va devoir encore faire pour lutter contre cela, cette pandémie nous amène peut-être à nous recentrer sur les valeurs essentielles de la nature humaine, sur ce lien à soi, à l'autre, à la nature. Ça nous rappelle aussi que notre santé a un prix
et que de vouloir faire des économies sur la santé nous a coûté et va nous coûter encore excessivement cher. C'est donc pas un bon calcul de faire des économies sur l'être humain. Faire des économies sur la santé, c'est l'être humain qu'on remet en jeu. Et je pense aussi pour tous les professionnels de la santé à cette phrase du Talmud, qui sauve une vie, sauve l'humanité. Il s'agit donc de remettre l'humain et la nature au centre de nos préoccupations, de retrouver la solidarité, de faire face ensemble, de rappeler aussi que la santé, finalement, c'est un excellent placement. Moi, je ne m'y connais pas beaucoup dans les placements en bourse. Je ne sais pas ce que ça rapporte, mais vous savez, je peux vous recommander un excellent placement, c'est celui de votre santé physique, mentale, votre santé sociale, et qu'en général, ça rapporte bien. Je ne vais pas vous dire que c'est garanti, mais si on investit un maximum, on augmente quand même les chances d'avoir de bons résultats. Voilà l'essentiel. Donc, nous aurons à nous battre, certainement, encore. Nous battre ensemble, c'est plus facile. Il y a un proverbe africain qui dit « Celui qui marche seul marche vite, mais ceux qui marchent ensemble vont plus loin ». Je pensais aussi à une citation de Voltaire « J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé ». Et même saint Thomas d'Aquin qui disait « Un minimum de bien-être est nécessaire à la vertu ». Et pour terminer dans les citations, par Confucius, l'homme a deux vies et la deuxième commence lorsqu'il se rend compte qu'il n'en a qu'une. Voilà, je voulais terminer avec une dernière citation, il y en a peut-être beaucoup en une fois, mais c'est celle de Nietzsche qui disait il faut danser la vie. Et je crois que c'est important parce qu'on va devoir nous battre, mais en même temps devoir prendre soin de nous, prendre soin de nos proches. Et pour tenir le coup, il faut justement se préserver. Et pour se préserver, on peut également danser la vie et on peut faire danser Bruxelles, on peut faire danser la Belgique. Ça nous donnera de morale, c'est très bon pour la coordination. La musique redonne la pêche, ça crée du lien social. On peut danser la salsa, la bachata, le valse, le rock, les danses folkloriques. On peut chanter tous ensemble, on peut faire des activités culturelles tous ensemble. Et là, je salue le CCLJ qui, depuis longtemps, l'a compris, non seulement dans toutes les activités culturelles au sens large, mais dans les chorales, dans les danses folkloriques, dans toutes ces activités. Vous savez, les enfants aiment jouer, les enfants aiment s'amuser, danser. Nous sommes restés, nous aussi, des enfants. Et lorsqu'on demandait à un pédiatre ou un psychiatre qu'est-ce qu'on peut faire pour les enfants lorsqu'ils ne vont pas bien, lorsqu'ils sont malades ou lorsqu'ils n'ont pas, ils sont un petit peu grincheux, répondait finalement, il faut leur donner de l'amour. Et si ça ne suffit pas, qu'est-ce qu'on fait? Il faut augmenter la dose. Voilà, donc je terminerai là-dessus, de faire danser la Belgique, mais pas nous faire danser sur la tête, danser sur nos pieds, bien droit dans nos baskets. Et je vous remercie donc pour votre attention et j'attends vos questions et réflexions avec impatience. Merci. Merci beaucoup Serge Gosselin pour ce très intéressant tour d'horizon de tous les aspects de ce que nous avons traversé. Juste une petite réflexion, j'imagine que vous avez été frappé comme tout le monde par la créativité en matière humoristique qui a permis de sublimer, de dépasser toute cette partie tragique. Et je n'ai jamais vu autant de créativité humoristique que pendant cette période, au travers des vidéos, des messages, des WhatsApp, enfin comme tout le monde a pu le vivre. Je trouve ça assez, c'est quand même, je dirais que ça donne, j'imagine que vous le jugez aussi comme ça donne quand même
un aspect de cette force qu'a l'humain, malgré toutes les tragédies qu'il peut passer, pour les surmonter. Ouais. Tout à fait. L'humour, la solidarité, l'inventivité, la créativité, tout ce qui est nécessaire à l'adaptation. Et on a pu voir des vidéos remarquables à ce sujet-là, effectivement. Ouais. Je vais proposer à tout le monde, je vois que vous ne m'avez pas envoyé par écrit des questions, mais je vous invite à, soit par le biais de petit logo conversé dans le bas de votre écran, d'envoyer des questions à Serge Gosselin, ou de lever la main, et Sylvie vous donnera la parole pour poser des questions. À vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut poser une question? En attendant, j'avais envie de vous demander aussi, quels ont été les premiers, quand vous, je ne sais pas très bien comment ça s'est passé au tout début du confinement, Serge Gosselin, est-ce que vous avez au début arrêté vos consultations et puis vous les avez reprises d'une certaine façon, et quels ont été les premières demandes, les premiers appels, les premières expressions des patients que vous avez eu à vous occuper après le début du confinement, ou pendant ou à la fin du confinement? Les réactions ont été vraiment très, très, très diverses, qui allaient vraiment parfois d'une extrême à l'autre, trouvant la situation absolument insupportable à bien des égards, ou d'autres ayant traversé au contraire une période vraiment magnifique qui leur a permis justement de prendre tout le temps pour eux et de faire ce qu'ils ne s'étaient jamais permis de faire. Et donc, dans les premiers temps, ben, évidemment, tout le monde était surpris par la crise, par cette soudaineté du confinement, des mesures qui ont été prises. Et on dû s'adapter par rapport au travail, par rapport aux enfants. Donc, il y a eu pas mal d'annulations de rendez-vous. Et puis, finalement, assez vite, les rendez-vous, les consultations ont continué par téléphone ou par vidéo. Et avec un peu plus d'anxiété exacerbée, due à la fois à la menace de la pandémie, mais également de l'isolement ou du souci pour les autres. Et nous avons eu aussi des séances de thérapie de groupe que nous avons même pu faire par Zoom, qui permettaient à nos patients aussi de se retrouver réunis. Mais là, on était vraiment heureux, en tout cas aussi bien du côté des psys que des patients, de pouvoir avoir cette possibilité de contact par vidéo, en plus du téléphone où on pouvait se voir et utiliser cette proximité. Alors, une question que vous voyez également. Donc, comment vit-on sans contact physique? Je crois que vous l'avez abordé avec cette expérience. Avec cette expérience, en effet, oui, c'est effectivement très dur. L'homme est un être social, il est fait pour vivre avec l'autre. Et nous essayons, en tout cas dans les thérapies, de pouvoir détecter chez cette personne qu'est-ce qui la prive. Est-ce que c'est de la dépression? Est-ce que c'est de très fortes anxiétés? Est-ce que ce sont des troubles psychiatriques plus sévères comme la schizophrénie ou l'autisme? Il faut d'ailleurs préciser que l'ocytocine est en phase de développement pour le traitement de la schizophrénie ou de l'autisme, pour les aider notamment dans le contact social. Il y a eu aussi malheureusement des personnes qui ont connu le décès d'un proche et qui n'ont pas pu se rendre aux obsèques, qui n'ont pas pu faire
ce travail de deuil et qui va être très, très difficile, enfin pas impossible, mais difficile à pouvoir faire. Je dis bien pas impossible, évidemment, mais on aura des situations de deuil pathologique, l'anxiété exacerbée pour des personnes qui étaient déjà en dépression, ça a pu être aggravé aussi, et puis vraiment des traumatismes, du stress post-traumatique également, et de la part de tous les professionnels de la santé qui étaient déjà bien à risque de burn-out et d'épuisement, là un risque vraiment majeur, et il faudrait vraiment prendre des mesures pour toute cette partie de professionnels et d'autres aussi qui ont été vraiment fort sollicités pendant cette période. Donc la psychopathologie à cette période malheureusement ne se termine pas avec la levée, même si elle est progressive du déconfinement. Il est à craindre que cela continue et se développe un peu. Alors, une autre question. Pendant le confinement, l'INAMI a organisé une simplification de paiement pour permettre des consultations par téléphone. Avez-vous des informations par rapport à l'impact de la mesure en volume? Est-ce que ça a permis d'aider un maximum de monde? Donc, des consultations par téléphone. Oui, des consultations par téléphone. Avez-vous des informations par rapport à l'impact de cette mesure en volume? Est-ce que ça a permis d'aider un maximum de gens? Est-ce que j'imagine que la personne... ma question, ce sera peut-être plus facile. Oui. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que donc je sais que les psychologues, les psychiatres ont eu la possibilité, ça a été mis en place par les mutuelles ou par l'INAMI, d'avoir une facilité. Donc il n'y a plus de paiement puisque les gens étaient chez eux, qui ne devaient plus payer leur consultation. Et je me demandais si c'est ce type de mesure, d'abord si c'est mesurable et si on a pu observer une augmentation du nombre de personnes qui consultent leur psychiatre ou des psychiatres qui sont appelés à la rescousse de situations difficiles au niveau familial. Voilà. Alors, je n'ai pas les chiffres sur l'ensemble de la Belgique, si les consultations ont augmenté ou pas pour l'ensemble des psychiatres ou des psychologues ou de tous de la santé mentale en général. Je sais que tous les hôpitaux, notamment l'hôpital Brugman où je travaille, a mis en place des lignes téléphoniques en permanence avec des relais des psychologues qui se relayaient pour accueillir non seulement en ligne des patients, des personnes en détresse, mais les familles de patients hospitalisés. Je n'ai pas les chiffres précis. Il y a peut-être eu une augmentation en début et puis après, en tout cas, ça a diminué petit à petit, mais ça a facilité en tout cas d'avoir accès par téléphone ou vidéo. Ça a permis aux personnes qui le nécessitaient d'avoir soit de maintenir les contacts de psychothérapie avec leur thérapeute, soit pour des personnes qui avaient besoin d'une aide ou d'une écoute, de leur proposer un soutien permanent. Et donc, qui a été très utile pour ces personnes, en effet. Une autre question par rapport au public qu'il y a ce soir. Donc un participant nous pose la question: j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes dans cette conférence. Est-ce qu'on peut dire que les femmes sont plus sujettes au stress que les hommes ou pas forcément? Alors, c'est pas parce que je ne sais pas quelle est la proportion de femmes ce soir, mais même s'il y en a plus, ça ne prouve pas forcément qu'elles sont plus stressées. Peut-être qu'elles écoutent plus ce débat parce que leur mari est stressé. Mais en tout cas, qu'elles sont plus attentives à ça. Peut-être qu'elles ont moins de... Il y a peut-être parfois plus de gêne du côté masculin pour parler des émotions, et surtout lorsque ça peut être de la peur, de l'anxiété, du stress. Il y a peut-être un peu plus de réticence, et on sait qu'en général, dans les consultations psy, il y a une
plus de femmes que d'hommes en général. Les hommes sont peut-être plus vulnérables au stress, mais ont tendance beaucoup moins facilement à demander de l'aide. Ce qui est une ressource et un avantage qu'ont les femmes, c'est de faire beaucoup plus appel au support social, contrairement à l'homme, qui est de ce fait là plus à risque de gérer le stress par d'autres moyens dont j'aurais pu parler, mais c'est difficile dans le temps en partie, mais il y a de mauvais modérateurs de stress qui peuvent être l'alcool, qui peuvent être des abus de substances diverses, de drogue, de certaines catégories de médicaments qui sont autant de fuites et d'évitement des émotions et du stress. Pour d'autres raisons également, les professionnels de santé, y compris les filles eux-mêmes, ont peut-être moins tendance à faire appel à leurs confrères pour demander de l'aide, comme s'il y avait un peu de gêne ou de honte à le faire. Je crois qu'entre les hommes et les femmes, il y a plus cette différence. Je ne sais pas si elles sont plus touchées ou si elles demandent plus facilement, en tout cas. Une autre question. Et le font aussi pour leurs enfants et pour leurs proches, donc se sentent aussi plus concernés par ça. Ouais. Concernant les enfants, évidemment, une question par rapport au fait que, avec cette fameuse distanciation physique, distance physique, hein, l'absence de contact physique, qu'en sera-t-il pour les enfants? Quel est l'impact que l'on peut craindre, que l'on pourrait craindre de cet empêchement tactile? Oui, je crois qu'il est là et lorsqu'on entend les enfants, en tout cas, retourner à l'école, on voit bien comme ils sont impatients. La première raison n'est pas de nouveau de faire ses devoirs, mais c'est de retrouver ce lien social, leurs petits camarades, les enseignants, l'univers de l'école. Et puis, quand même aussi, même s'ils adorent la maison et leurs parents et leurs petits frères et sœurs, mais enfin de sortir un peu de ce qui est devenu malgré tout une prison, en tout cas un huis clos qui a pu être pénible. Donc on a beaucoup parlé des cas de violence intrafamiliale, de maltraitance, et c'est vrai que là la situation a amplifié ce phénomène, a été dramatique, mais que même pour une famille qui n'est pas dans ce contexte-là, ça a été pénible aussi bien pour les parents, même avec la meilleure volonté du monde, que pour les enfants, ou même pour un couple, d'être en huis clos pendant aussi longtemps est vraiment une épreuve. Donc, il y a souvent des tensions, de l'irritabilité, de l'agacement, des décisions impulsives. Il peut y avoir une atteinte du moral, de l'humeur. C'est vraiment une épreuve très pénible. Maintenant, les enfants ont une faculté d'adaptation bien plus forte. Et ce qui est encourageant, c'est de voir la pétition de ces 400 pédiatres qui se portent garant. Ça, je n'aurais pas osé, en tout cas, le faire. Et quand j'attire l'attention sur la santé mentale, j'ai bien dit dans le résumé, dans mon introduction, que ça ne doit pas se faire aux dépens de la santé physique, bien entendu, que les deux sont prioritaires. Mais je crois que si on peut faire confiance à ces 400 pédiatres et dire qu'il n'y a pas de danger, au contraire, à envoyer les enfants à l'école, qui souligne l'importance du lien social, du jeu, du contact avec les autres, de sortir de ce huis clos familial est vraiment important et alimente le sujet de ce soir d'ailleurs. Justement, et je pense que vous venez indirectement de répondre à une question d'une personne qui disait « Je ne remets pas mon fils de 7 ans à l'école car j'ai peur du traumatisme que cela pourrait lui provoquer.
dû à l'interdiction de contact. Je préfère le câliner à la maison car il est très demandant, peut-être demandeur de contact. Est-ce que j'exagère? Est-ce exagéré de ma part de penser cela? Oui, c'est une mère juive. Qu'elle se révèle elle-même. Enfin bon, voilà, exactement. Je pense que effectivement, il y a cet effet surprotecteur et que malgré les consignes qui sont données dans les écoles, les pédiatres insistent justement sur le fait qu'il y a malgré tout l'importance de l'enfant de retrouver des interactions, en tout cas avec ses congénères, ses petits copains. Oui, oui, je crois qu'on peut leur faire confiance quand même à ce sujet-là et demander enfin, je crois qu'on ne demande aux enfants de porter le masque à partir de 10 ans, je crois, parce que, et encore, mais c'est illusoire de parler de distance physique à des enfants de moins de 10 ans, un port de masque, à toutes les mesures d'hygiène et de protection. Ça me semble assez difficile à mettre en place. Maintenant, personne n'a à dire à une mère ce qu'elle doit faire pour son enfant. C'est à chaque parent de décider, bien entendu, en fonction, en leur amener conscience et de ce qu'elles préfèrent faire avec leurs enfants. D'autant que dans certains autres pays européens, je crois l'Espagne, ne rouvrira pas, si je me trompe, l'école avant la rentrée prochaine, avant septembre. Donc, on est parfois face à des situations assez contradictoires qui créent finalement beaucoup de désarroi, beaucoup d'interrogations. Où est la vérité dans tout ça? Ce qui était vrai à un moment ne l'est plus à un autre. À quel sein se vouer, y compris des spécialistes, c'est excessivement déstabilisant. Donc moi, je comprends et je respecte parfaitement l'inquiétude d'un parent qui préfère ne pas envoyer son enfant à l'école. Mais à ce moment-là, il serait important de trouver des substitutions à ça, qu'il puisse permettre à son enfant de rencontrer quelques enfants sur un terrain de jeu dont ils connaissent les parents, d'élargir un petit peu cette interaction sociale malgré tout et qu'ils puissent un petit peu sortir de cet univers. Voilà, de pouvoir y aller progressivement. Je vois une question et ça me fait penser, vous en avez parlé tout à l'heure, au problème de la phobie des contacts sociaux. On a parlé après le confinement. En Espagne, on appelle ça le syndrome de la cabane. En Italie, le syndrome du prisonnier. Syndrome qui est issu d'ailleurs, paraît-il, d'une pathologie qu'on a, qu'on a mis en évidence à la fin du 19e siècle aux États-Unis chez les chercheurs d'or. Donc, les gens qui, finalement, maintenant, on ressort, mais on était tellement bien et on a trouvé un cocon protecteur qu'on a du mal à ressortir. Pour certains, il y a l'effet contraire, on a du mal à ressortir. Et nous avons une participante qui pose la question, quid des personnes qui souffrent de dépression ou de phobie sociale, qui ayant vécu le confinement de manière très positive, pensent que cette manière de vivre, donc vivre confiné, est la meilleure pour eux, alors que la prise en charge avant le confinement visait l'objectif opposé, c'est-à-dire sortir de chez soi. Oui, alors effectivement, je m'intéresse à la phobie sociale depuis de nombreuses années. Je propose des groupes thérapeutiques à Brugman et lorsqu'on a eu ces séances par vidéo, d'abord ils étaient quand même en général contents de nous retrouver, de se retrouver entre eux et les avis étaient partagés. Alors il y avait une bonne partie qui se disait mais nous c'est ce qu'on vit habituellement et c'est une période géniale puisqu'on a de bonnes raisons et une bonne excuse pour ne pas sortir et ne pas se confronter au regard des autres et qui plus est lorsque nous sortons
Et nous ne voyons personne, nous croisons personne, et en plus on peut porter un masque. Donc il y avait toute une partie qui était ravie de ça, mais d'autres au contraire ont pris conscience de ce risque à se sentir encore trop bien justement dans cet isolement, et ont pris conscience, du coup inversement, ça les a aidés à prendre le contre-pied et à se remettre à sortir de ce cocon dans lequel finalement chacun d'entre nous peut avoir trouvé des avantages et peut avoir perdu un peu le sens du contact, même de retourner au travail. Pour certains d'entre nous, en tout cas, ce temps s'est ralenti, a pu s'arrêter, a pu être suspendu. Et il peut y avoir au départ, il y avait je pense à un dessin humoristique comme ça, où un téléspectateur voit l'annonce du confinement, et il traite la télé de facho, et puis lorsqu'on annonce le déconfinement, il traite aussi de facho, de les remettre au travail. Donc ça peut être un peu perçu comme ça dans les deux sens, et la contrainte au début d'arrêter toute vie, puis finalement, il y a le risque parfois de pouvoir un peu trop s'y habituer, d'avoir du coup un peu de mal à se remettre en route, en contact avec les autres, et on peut y aller aussi progressivement pour les adultes comme pour les enfants, de se remettre dans ce rythme, de pouvoir le faire progressivement et pas trop brutalement en effet. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore Sylvie, est-ce que tu vois des personnes qui... Non, c'était un petit peu dans la suite de ce dont on parlait il y a un instant. Quelqu'un qui demande si c'est cohérent d'avoir peur de sortir de chez soi ou de croiser du monde en rue sans masque notamment. C'est une sorte de nouvelle peur en fait. Oui, une sorte de nouvelle peur, et même à éviter, ce qui est étonnant, à éviter le regard de l'autre, hein, comme si on devait mettre un masque, mais comme si on ne pouvait même pas parler, comme si on ne devait même pas regarder, et qu'on croise l'autre avec un masque ou sans masque, en tout cas on peut se saluer, on peut se dire bonjour, et on peut au moins se regarder, on n'est pas obligé de s'éviter du regard. Alors oui, il y a cette polémique entre ceux qui portent des masques et ceux qui n'en portent pas, ceux qui prennent peut-être les choses à la légère, et puis ceux qui prennent les choses au sérieux, et puis d'autres personnes qui parfois le prennent trop au sérieux. Et encore une fois, ici, c'est difficile de faire la part des choses. En tout cas, maintenant, finalement, après avoir entendu une chose et son contraire, le port du masque est vraiment fortement recommandé. Je crois qu'on va devoir s'habituer à le porter, à vivre avec, et pour autant d'être courtois face aux personnes qui n'en portent pas, et plutôt que de les critiquer ou réprimander, c'est en tout cas les encourager à le faire, à prendre leurs responsabilités, si ce n'est pas pour eux-mêmes, au moins pour leur entourage, au moins par respect pour les autres, et d'autant plus dans des endroits où la population peut être plus dense. Donc c'est une mesure quand même importante. Ainsi que le périmètre de sécurité entre chaque personne, ou les personnes qui font des activités sportives, par exemple, aussi. C'est quand même un vrai bouleversement dans nos habitudes culturelles, nous qui sommes peut-être un peu plus latins quand même que les Asiatiques, ouais. Avec une culture du toucher, de la chaleur, oui. En fait, l'intégration m'a quand même surpris, parce que je trouve que l'acceptation du masque n'a quand même pas été trop difficile, mais c'est vrai que la perspective d'une vie masquée, pendant combien de temps, point d'interrogation, puisque cela dépend quand même de la mise au point, soit d'un traitement, soit de trouver un vaccin, soit de la disparition peut-être miraculeuse du Covid. Mais c'est quand même étonnant malgré tout. Mais c'est vrai que les peuples asiatiques, qui sont déjà dans une culture beaucoup plus pudique que la nôtre,
pour eux, bon, voilà, c'est quelque chose de culturel. Chez nous, cette habitude, au début, on en rigolait quand on voyait des touristes asiatiques avec leurs masques. Et nous voilà. Oui, oui, c'est tout à fait, encore une fois, quelque chose d'inédit pour nous, d'étonnant, mais je crois que peu à peu, voilà, on va s'y habituer, ça va devenir machinal en attendant des jours meilleurs, parce que je crois que ce qui est important aussi, c'est de garder l'espoir, de rester optimiste. Vous savez, lorsque on a annoncé à un optimiste que sa dernière heure était venue et qu'il puisse exprimer un dernier souhait, eh bien, il a demandé un second avis médical. Donc, on peut toujours rester optimiste, avoir de l'espoir et se dire que malgré la difficulté de la crise, on va en venir à bout. En tout cas, certainement pas dans un délai de semaines, mais plutôt de mois. Donc, c'est de pouvoir quand même, si on ne peut pas encore, on ne sait pas se projeter pour les vacances, et c'est très stressant également, mais on peut se projeter quand même d'ici quelques mois pour une sortie, si pas totale, en tout cas relative de cette crise, et de garder un espoir, ne pas tomber dans le désespoir que nous allons vivre comme ça pendant des années non plus. Je crois que là, c'est beaucoup trop tôt pour faire des projections, donc c'est important de garder un optimisme, non pas béat, mais serein, de garder confiance et de garder l'espoir. On sait que les équipes scientifiques dans le monde entier se lancent dans une course effrénée. Qu'est-ce qu'il en sera de la situation économique? Ça, c'est encore une source de stress et qui est bien inquiétante pour une grande partie de notre population. Dans d'autres pays comme l'Afrique, l'Inde ou la Chine, selon l'ONU, la famine touchait en 2019 135 millions de personnes et en 2020 265. Donc près du double. Donc là, c'est la famine qui est en jeu. Ouais. Donc voilà, nous avons une certaine privation, nous avons une grave menace sur la santé, menace économique dont on ne sait rien encore jusqu'à présent. On va devoir s'habituer à vivre dans une situation de stress chronique, encore une fois. Et il y a moyen de le gérer en acceptant, en travaillant les émotions, en étant attentif à soi. Parce que à prendre soin de soi, prendre soin des autres, de notre mental, de notre physique, de notre équilibre, ça va être d'autant plus important, d'autant plus prioritaire que cette période va continuer à être difficile. Donc, il faut s'y préparer de la meilleure façon possible et y compris également dans la solidarité. Et je crois que c'est un aspect vraiment très, très important pour faire face à des traumatismes pareils, face à ces états de stress, d'inquiétude, c'est la solidarité. J'étais vraiment très, très touché de voir tous ces témoignages de solidarité spontanée, d'entraide auprès de personnes isolées, de personnes âgées, de personnes malades. Ça redonne vraiment confiance et espoir. C'est un atout fondamental, cet esprit d'entraide et de solidarité entre les humains. Et ça nous rappelle encore une fois que le prix de l'humain, le prix de la vie, le prix de notre santé, le prix de notre bien-être, ça nous rappelle les valeurs essentielles et les priorités que nous avons à faire. Et ça nous amène peut-être à réfléchir aussi chacune sur notre mode de vie, de se dire, mais après tout, est-ce qu'on a vraiment besoin de tel aspect ou de tel autre qui faisait partie de mes habitudes? Je m'en suis passé relativement pendant 2 mois finalement.
on peut vivre aussi bien sans telle ou telle chose. Par contre, vivre sans les autres, ben on s'est aperçu à quel point c'était fondamental. Donc je crois qu'on peut en tirer des leçons, tirer des conclusions vraiment importantes sur notre condition humaine. Merci beaucoup, Serge Gosselin. Et Merci. je pense, Sylvie, que nous arrivons au terme, à moins qu'il y ait encore des questions. Non, je crois que voilà, on arrive au bout de cette conférence. C'était vraiment un très chouette moment qu'on a passé ensemble, même si on n'était pas vraiment ensemble physiquement. Voilà. Merci Serge, tu m'as donné envie, en tout cas à moi, de réécouter Pierre Perret, de relire Nietzsche, Lamartine, Marc Aurèle. Voilà, c'était vraiment un très chouette moment. Merci à tous. Et puis, au plaisir de te voir très vite dans nos locaux. Oui, pour de vrai, comme disent les enfants, de faire un apéro réel et non plus virtuel, de se retrouver au bar du CCJ après la conférence. Et c'est comme ça, c'est aussi pour ça qu'on va aux conférences. Et donc, je vous remercie, CCLJ, encore une fois, Sylvie, à Claire, et puis je salue tous ceux qui ont été là ce soir, qui nous ont invités chez eux, qu'on a invités chez nous. Et je vois quelques amis que je suis ravi de voir comme ça, et que je salue, et je vous salue à tous. Je vous souhaite bon courage de garder l'espoir, de garder la forme, la santé et le moral, et de garder l'espoir et de nous retrouver après cette période-là. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir à tout le monde. Au revoir. Merci Serge, merci à tout le monde. Oui. Au revoir, bonne soirée. Au revoir.